Alors, vous avez vu l'ampleur du désastre ou vous l'avez pas vu? Il y a, je sais pas, un mois, plus d'un mois, que je n'ai pas fait de vidéo, je range mon bureau. Alors, je suis pas mal débordé. Dans ce que vous avez vu sur mon bureau, il y a des grosses piles de copies partout. Il y a des livres avec lesquels je prépare le cours d'agrégation sur Nadine Gordimer. Et puis là, je suis allé chercher sur l'étagère où je l'ai remise, parce que si je les laisse vraiment, littéralement sur mon bureau, j'ai plus la possibilité de travailler. Il y a les livres que je dois ranger, et selon le principe que je me suis assez follement imposé il y a maintenant 2 ans, je ne les range pas sans avoir fait une vidéo dans laquelle j'en parle. Quand je dis l'ampleur du désastre, pourquoi? J'ai fait 4 piles, en simplifiant au maximum. Là, il y a 12 livres que j'ai vraiment lus récemment, et dont j'ai vraiment envie de parler. On sait ce que ça veut dire quand j'ai vraiment envie de parler d'un livre. Il faut au moins 3 ou 4 minutes par livre. On n'est pas loin d'une heure. Là, il y a 9 livres qui sont sur mon bureau parce que je les ai prêtés, qu'on me les a rendus, que je les ai rapidement consultés pour telle ou telle raison, mais je ne voulais pas les ranger sans les avoir salués, sans en avoir lu un extrait. Là, il y a un livre que je regrette amèrement d'avoir acheté car il est nul, mais j'en parlerai peut-être. Là, un livre que je n'ai pas tout à fait fini de lire, mais je pense que je ne vais pas le lire plus avant. Et un livre, le seul livre d'ailleurs en anglais, à part un recueil, je crois, de Wallace Stevens, sinon c'est le seul livre en anglais, un livre dont j'avais déjà remis à plus tard, dont j'avais déjà différé le compte-rendu. Voilà ce que j'appelle l'ampleur du désastre. Alors face à ça, il y a 3 possibilités. Soit, étant donné que je suis encore pas mal débordé de boulot, je remets tout ça sur l'étagère et je remets encore à plus tard et il y a des livres qui vont venir s'ajouter. Soit, deuxième solution, je fais ce que m'a suggéré mon épouse, c'est-à-dire de séquencer et de faire uniquement des petits morceaux parce que ces vidéos sont déjà beaucoup trop longues. Soit, troisième solution, et c'est celle que je vais faire, c'est une variante de la deuxième, je vais faire des enregistrements séquencés, mais à un moment donné, je mettrai tout ensemble et on va avoir une énorme vidéo de 2 heures. Mais je le rappelle, ce n'est pas grave, les vidéos sont trop longues, oui, j'en suis moi-même convaincu. Jamais je ne regarderai un projet Pinger ou un je rends des livres ou un je range mon bureau en entier, ça ne me traverserait pas l'esprit moi-même. Il y a le chapitrage, donc vous pouvez l'utiliser. Je vais donc commencer par le livre que j'aurais aimé ne pas acheter. Alors c'est un livre publié à compte d'auteur par un certain Michel Pommier, qui est de la région, visiblement. Je lui ai acheté ce livre lors d'un salon très bizarroïde à jouer les tours. J'ai un peu feuilleté un de ses recueils, ça avait l'air assez rigolo. Et je voulais acheter seulement en fait une partie de ce livre-là, puis je me suis un petit peu laissé tordre le bras dans le dos. Et j'ai acheté l'ensemble de la trilogie, c'est une sorte de trilogie de poétique et science-fiction, et c'est très mauvais. Voilà, donc ça, je vais le garder dans ma bibliothèque, je ne sais pas combien de temps, mais juste parce que c'est une rareté, apparemment il les tire à 5 exemplaires, ou je sais pas. Voilà, donc j'avais un peu discuté avec lui, il est très gentil au demeurant, mais ça, voilà, sa poésie, avec beaucoup de guillemets autour, n'a aucune espèce d'intérêt. Et on va continuer avec la pile des livres sur lesquels je devrais passer assez peu de temps. Mon vieil exemplaire des poèmes de Wallace Stevens, ça va être un des seuls livres en anglais. Je l'avais attrapé, je ne sais plus pourquoi, il y a à peu près un mois, je dirais. Je pense que j'allais à un rendez-vous, que je sais pas, enfin, que je me promenais, enfin c'était bien, ça tenait dans la poche. Donc j'ai attrapé ça presque au hasard sur mes étagères. Et je me suis lu, je me rappelle à voix haute, je ne sais plus très bien où, en marchant peut-être. The Man with the Blue Guitar, qui est un poème que j'aime énormément. C'est un long poème on va le dire, en 32, 33, en 33 parties. Et je vais vous lire le 27. It is the sea that whitens the roof. The sea drifts through the winter air. It is the sea that the north wind makes. The sea is in the falling snow. This gloom is the darkness of the sea. Geographers and philosophers regard. But for that salty cup, but for the icicles on the eaves, the sea is a form of ridicule. The iceberg
settings satirize the demon that cannot be himself, that tours to shift the shifting scene. Wallace Stevens, si vous ne connaissez pas, c'est un poète à découvrir, vraiment grand poète américain du XXe siècle. Dans la pile des livres consultés pour diverses raisons et qu'il faut que je range, il y a ce guide officiel de la bataille de Normandie. C'est des guides Gallimard. Et comme nous sommes allés récemment dans le Calvados, je crois que j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, eh bien, on avait emporté ces guides-là qui nous avaient été offerts par des amis il y a une dizaine d'années. Voilà, et donc c'est un guide qui est très bien fait, avec une très riche iconographie. Moi, je ne suis pas absolument passionné d'histoire militaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une belle litote, mais quand même, je trouve que ce que l'on visite sur les sites de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, enfin le mémorial de Caen que j'ai visité, ou un certain nombre de batteries ou de cimetières militaires de la Manche et du Calvados, sont quand même des lieux extrêmement émouvants et extrêmement forts. Donc voilà pour ce guide de la bataille de Normandie. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert, pourquoi? Parce que j'ai échangé avec Xavier Selva il n'y a pas très longtemps. Xavier Selva qui me fait l'amitié, et je disais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas regarder ses vidéos en entier, lui me dit avoir regardé les 19 premiers épisodes du projet Pinger, qui est certainement mon projet le plus monumental et sans doute le plus inécoutable ou le plus irregardable. Alors il m'a dit que heureusement il faisait autre chose en même temps. Alors on avait échangé avec Xavier Selva aussi autour de Guibert, d'Hervé Guibert, et j'ai ressorti mon exemplaire à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, que j'avais lu à sa sortie, et c'était à cette occasion-là que j'avais découvert Hervé Guibert. J'avais donc, dans mes souvenirs, 15 ans, puisque c'était début 90. Qu'est-ce que je vais vous lire? Tout le monde connaît à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Non, en fait, il y a plein de gens qui ne connaissent pas à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. J'ai envie de lire ce passage-là, mais la phrase est interminable. Bon, on va essayer. À partir de ce jour, Bill ne donna plus de nouvelles et il ne téléphona plus. Alors que tous ces derniers temps, il m'avait presque importuné à Rome, dans la nuit, avec d'interminables coups de fil, lui d'ordinaire si bref, si expéditif. Il m'appelait, désœuvré de son bureau à Miami à l'issue d'une de ces journées de travail qui avaient démarré à 7 heures et n'avaient été rompues que par un break d'un quart d'heure pour un sandwich. À la tombée de la nuit, l'absurdité de l'agitation retombée devenait intolérable et accentuait la solitude. Secrétaires et collègues allaient rejoindre leur foyer, et Bill restait seul dans son bureau à laisser errer ses yeux sur son carnet d'adresses, qui d'un seul coup lui paraissait vide et transparent. J'étais au bout du compte un de ses seuls amis sur cette planète. Il n'avait rien de spécial à me dire, sinon son épuisement et ses doutes, son incapacité à vivre des aventures, et toujours, de façon assez égrillarde, il me proposait de devenir le temps de la conversation l'émissaire de ces aventures qu'il n'était plus capable d'avoir, et il inventait quelqu'un dans mon lit quand il me parlait alors que j'y étais seul, et il répercutait l'essoufflement de gymnastiques invraisemblables alors que ma voix était tout bonnement grognonne d'avoir été sortie de son sommeil pour faire du zèle amical. À ces moments, j'avais pitié de Bill. Voilà une phrase d'Hervé Guibert, page 185, dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Un autre livre que j'avais sorti très momentanément de mes étagères pour une des vidéos du projet Gertrude Stein, décidément cette espèce d'intertextualité, intermédialité devient un petit peu vertigineuse, c'est AA, journal d'un poème de Caroline Sagot-Duvauroux. Et là c'est pareil, je vais vous en lire une page. Aux déséquilibres enchaînés, il accrochait une mesure. Il discernait le feu des proportions futures. Feu! Mais il faut le contact. Et ça n'est pas vouloir. Les traces sont réelles de ce qui s'est perdu et l'absence est réelle. Mais l'étincelle. Furent cités les bouts d'épée sur le sable et l'éclat. Où étions-nous? Travail difficile car il ne suffit pas. Et c'est à chaque jour comme à chaque labour. Sillon ne suffit pas. Le soleil nous invoque et la pluie nous invoque comme ce qui s'est perdu. Comme dans la nuit des membres, l'énigme qui jaillit. Comme tout ce qui jaillit, comme toutes les énigmes. Alors, ces miettes d'eau long des jours, le long des jours, c'est le lien. Alors, l'arraché œuvre.
De la syllabe à l'univers se présente le monde au sillon. Le contre-ébloui se présente à la chute. L'édification précipite ses gros petits pavés sur la montée du préconçu, ça tuera bien 2-3 tyrans. C'est un feuilleton atmosphérique. Il y a un début, il y a une fin. Tout le reste circule par de menus échos, pleins d'habitudes. La foudre gouverne. Et là, en lisant ça, en lisant cette page de AA, j'ai envie presque de commenter chaque vers. Enfin, vous avez vu, je vous ai montré la page parce que c'est important de l'entendre. Peut-être c'est important de le voir, de le lire, de voir la disposition typographique. Et j'ai vraiment envie, par exemple, je pense que je pourrais passer 10 minutes à commenter ou à dire ce que je pense de Alors l'arraché œuvre. C'est 4 mots. Alors l'arraché au masculin œuvre. Mais bon, c'est pas l'objet de ces vidéos. On n'en sera pas sorti. Tiers-livre, édition, la collection des grands singuliers. J'en ai souvent parlé, ce sont ces rééditions de textes, surtout du 19e ou du début du 20e siècle. Collection qu'a entrepris déjà François Bon il y a déjà longtemps dans son tiers-livre éditeur. Et ça fait partie des livres que lit, en l'occurrence, ou qu'a lu, en l'occurrence, mon épouse, et elle a corné plein de pages, donc c'est vraiment ça lui a plu, parce qu'elle aime beaucoup toute cette littérature qui est la science-fiction, les débuts de la science-fiction française, Ronnie Henné, enfin toute cette génération-là, et dans laquelle elle a retrouvé des choses vraiment sensationnelles. Maurice Renard, notamment, qui est de plus en plus redécouvert, qui est un écrivain vraiment fondamental, et j'en ai déjà parlé, donc je n'en dis pas plus. Et donc je n'ai pas lu ce prisonnier de la planète Mars, elle m'en a parlé, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne me permettrai pas de le commenter. En revanche, je vais vous en lire une page en vous disant, tiers-livre éditeur, c'est chez François Bon, c'est là qu'il faut acheter ça. Il y avait des corolles grandes comme des pelouses, des palmiers qui eussent pu abriter une ville sous leur ombrage, des cycas vastes comme des tours. Robert était demeuré immobile, stupéfait de cette splendeur végétale d'autant plus inexplicable qu'elle semblait limitée à une certaine zone restreinte, et qu'elle avait jailli devant lui pour ainsi dire à l'improviste. Ce fait bouleversait toutes ses notions sur la climatologie. « Il y a pourtant une raison, murmura-t-il, et une raison sans doute fort simple, c'est à moi de la découvrir. » Mais il avait beau chercher, il n'arrivait pas à trouver le pourquoi de cette futée magique, de ce brusque changement de température se produisant dans l'espace de quelques centaines de mètres. Il remarquait en même temps que cette forêt inopinément surgie était peuplée d'une foule d'animaux qu'il n'avait pas encore observés dans Mars. Comme dans les forêts antédiluviennes dont les troncs lentement carbonisés, à l'abri de l'air, forment une houillère, les reptiles dominaient. C'était toute la gent méditative des lézards et des caméléons, des serpents d'arbres qui se nouaient agilement de branche en branche, et des crapauds de taille presque humaine qui sautillaient sur le sol et offraient une étrange couleur verte ocellée de taches sanglantes. Les insectes aussi étaient nombreux. Il y avait de somptueux papillons dont les ailes semblaient taillées dans un lambeau d'arc-en-ciel, des coléoptères d'or vert et bleu, gros comme des pigeons, jolis et compliqués comme des monstres d'une ancienne estampe japonaise. En revanche, très peu d'oiseaux. Quelques échassiers goitreux, qui gobaient nonchalamment les plus petits des reptiles, quelques vautours que la couleur sanglante de leur plumage faisait apercevoir plus nettement dans le ciel clair. Quant aux mammifères, Robert Darvel n'en aperçut aucun. Plus d'une heure se passa dans ces constatations. Robert n'osait s'engager à l'aventure dans ces taillis inextricables où devaient abonder les bêtes féroces ou venimeuses. Il se rendait compte qu'un homme perdu entre ciel et terre, dans ces forêts suspendues l'une au-dessus de l'autre, eût pu errer des semaines de branche en branche sans pouvoir toucher terre, sans même parvenir à s'orienter. Il était déconcerté, tout son corps était trempé de sueur. Il lui semblait que la forêt soufflait vers lui de suffocantes trombes de chaleur. Pourtant, il apercevait encore, à une distance relativement minime, les ombrages d'essence septentrionale qu'il avait quittés la veille. C'était à n'y rien comprendre. Je m'arrête là, mais 2 pages, 247-248, du prisonnier de la planète Mars, de Gustave Le Rouge. Et vous avez entendu un certain nombre d'échos qui, hélas, résonnent de manière particulièrement flagrante et actuelle à nos oreilles en 2019.
Je le rappelle, Tiers Livre Éditeur, directement sur Internet, c'est François Bon, et c'est très bon. Et bien, puisqu'on parlait de François Bon, j'avais aussi ressorti notre Pléiade, alors techniquement, je crois que ce Pléiade appartient à mon épouse d'ailleurs, les œuvres complètes de Rabelais, pour suivre le feuilleton de François Bon en avril, puisque chaque jour du mois d'avril, François Bon a consacré une vidéo à Rabelais, a fait des lectures de Rabelais, des lectures très inspirées et très inspirantes, et donc j'avais ressorti notre Pléiade à cette occasion-là. J'avais envie de lire le 5e livre que je n'ai jamais lu, parce que j'ai lu tout, je me rappelle très bien quand, à Oxford, bizarrement, j'avais tout repris, hein, les 4 livres. Ça commence à remonter du coup, donc ça pourrait valoir le coup de s'y replonger. Ça fait, oulala mon Dieu, ça fait 23 ans, voilà. Donc je l'ai ressorti, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Donc ça sera pour une autre fois. Rabelais, bon, qu'on ne présente pas. 2 livres de Jacques Robottier que j'avais prêté il y a un certain temps à un très très cher ami, Olivier, qui commente parfois d'ailleurs ses vidéos. Il s'est remis à commenter ses vidéos, il m'a dit qu'il avait traversé toute une phase de distanciation vis-à-vis de YouTube, puis qu'il se remettait un petit peu à regarder les vidéos. Et ces 2 livres de Jacques Robottier dans la collection Comme dirait Blanche de Harpo et je ne sais jamais comment il faut dire le nom de cet éditeur, Harpo Esperluette, enfin je ne sais pas. Bon. Je ne sais même plus si on doit dire Esperluette ou Éperluette. Vous voyez à quel point je suis dans la plus totale confusion. Les 47 autobiographies dont j'avais parlé il y a fort longtemps déjà dans un de mes blogs, et les quelques animaux de transport et de compagnie. Et comme ce sont 2 textes que vraiment, vraiment j'adore, je vais lire un extrait de chaque. Quelques animaux de transport et de compagnie, c'est un texte de 2004. Le kangourou ou la vie? Les kangourous ont une poche. Ils y rangent les petites affaires de la vie comme elle va. Des remarques sur le monde, son origine. Comment ça va pas, dit J de G. Et la seule question qui vaille, c'est vrai, oui, comment? Aucun kangourou n'a jamais souhaité répondre à cette question. Juste pour vous montrer le travail typographique, c'est une collection qui a cessé, hein, il y a déjà une dizaine d'années je crois, et c'est très dommage parce que il y avait un travail éditorial et un travail typographique qui était très très bien. Le whisky. Le whisky et sa bouteille n'entretiennent pas d'excellents rapports. Il leur manque la patience sans doute, et comme une communauté de substances, mollesse et translucide les séparent. Ils n'ont pas le même temps ni débit, s'en sont jamais remis. Voilà, alors si vous voulez avoir une idée de la bizarrerie de ce texte, bref, hein, ça fait une 30aine de pages, je vous lis quelques titres, hein, les animaux de transport. Hein. Il y a le soutif, il y a l'escalier en colimaçon, il y a le charnier, l'éléphant rose, bien sûr, la bébête à 2 dos, que je vous laisserai découvrir, le tuba, etc., etc. Alors je ne sais pas si ces textes sont encore disponibles. Si vous trouvez ça d'occasion, précipitez-vous, parce que je pense que ce sont un peu des raretés. C'est vraiment très très bien. Puis sinon, peut-être réclamez-moi des lectures. Voilà, je vous en ferai une lecture intégrale si quelqu'un me la réclame. Voilà, il suffit de demander. Et autobiographie 47, autobiographie de Jacques Robottier. Il n'y en a pas tout à fait 47, je crois qu'il y en a plus, parce qu'il a triché, il y a plein de bis et de... Allez. Là, j'ai pas du tout rouvert le livre, donc là, j'improvise totalement. Numéro 12. Quand je suis né, j'avais pas de cheveux, pas de poils, pas de dents, pas d'œil, pas d'os, pas de chance. J'étais plus qu'à poil. Appelez-moi Mathieu. Sur ma tête que je m'appelais Mathieu, mon Dieu. J'étais moins rien qu'une puce au combat des puces. Presque puce, j'étais. Rien que de la peau et pas de chapeau. Mathieu, Mathieu. J'avais juste ce qu'il fallait sur moi. Allez, à cheval. Pour à la guerre, j'avais déjà mon casque à moi. C'est toujours ça. Tout autour, qu'est-ce que ça tombait? Vieux os. Partout autour, ça tombait. Moi, je me cachais sous mon pot. Toute la vie m'avait beau et beau tirer, et puis retirer, rien poussait. Rien repoussait. Rien que du rien qui dépasse, merci bien, je passe. Donc ça, c'est le numéro 12. Et puis après, il y a le 12 bis, parce qu'il y en a 47 et plus. Je suis né 3 petites secondes avant mon clone.
Tout de suite, il m'a repéré et il ne m'a pas lâché. Je suis, il me suit. Je hête où vous sommes. Il me suit aussi. On faisait comme ça notre vie en canon. Arrête de me sucer comme mon ombre, lonesome clown. Qui rira vivra, qui vivra, qui vivra sera. Et qui sera, eh bien ce sera nous. Bon, asseyez-vous là. Je suis né 3 secondes vraies avant mon clone. Autant dire que je me sentais suivi. Quand j'ai voulu fuguer, c'est accroché. Peu à peu, il m'a remonté, et dans la côte de la quarantaine, voilà que je me fais doubler, ombre de l'ombre de mes semelles. C'est entre moi et moi à présent. En lice, in extrémiste. Au moment même où j'ai tiré, j'ai disparu des listes. En piste. Numéro 12, bis, bis. N'oubliez pas l'original, trop tard. Numéro 12, bis, bis, bis. C'est remoi, loup ravi. Je suis né de maladie vie. Vous m'envoyez ravi. Numéro 12, terre. Je me suis nié en... Je dis non à ma vie, je suis mort de ma mort. J'ai vécu avec me, comme tierce personne. Comme personne. Allez, label. Terre. Et pourquoi pas quatuor? Ce qu'on ferait pas pour freiner sans son frein. Voilà, je n'en dis pas plus. Un univers linguistique particulier. Ce qui ne veut rien dire, mais enfin on le dit quand même. Dernier livre de la pile des livres dont je dois parler rapidement. J'ai presque parlé 20 minutes des livres dont il faut parler rapidement. Il faut faire plein de grimaces encore, peu importe. Rachid Boudjedra, Hôtel Saint-Georges. Alors celui-là, je ne l'ai pas relu, je l'ai prêté. On me l'a rendu, donc j'en parle à cette occasion-là, je le signale juste. Hein. Hôtel Saint-Georges de Rachid Boudjedra, c'est un des derniers livres de Boudjedra que j'ai lu, et il ne m'a laissé quasiment aucun souvenir, donc c'est pas... Ça ne veut pas dire que le livre est pas bien, hein. Je vois que j'avais corné plein de pages, j'avais beaucoup aimé, je pense, mais je n'en ai quasiment aucun souvenir. C'était en 2011, c'est pas il y a si longtemps que ça. Donc si je dois juste vous conseiller 2 livres de Rachid Boudjedra, si vous ne connaissez pas Rachid Boudjedra, il y en a un qui est magnifique, c'est Les 1001 années de la nostalgie, ça c'est un chef-d'œuvre absolu. Il y a L'escargot entêté aussi, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Enfin, on reparlera peut-être à l'occasion de Boudjedra, mais là, vraiment, je manque de temps et je manque surtout de mémoire. Allez. Après une interruption pour être plus en forme, je poursuis cette très longue vidéo. Je range mon bureau. Et figurez-vous que dans la petite heure qui s'est écoulée, un autre livre s'est ajouté. Ce livre, c'est un gros Pléiade. C'est le double tome des histoires de Shakespeare, des histories, c'est-à-dire les pièces historiques, les pièces liées à la guerre d'Angleterre. Et pourquoi est-ce que je suis allé pêcher ça sur mes étagères? Bien, la raison en est simple, c'est que j'ai un contact Facebook, Nicolas Richard. Je ne sais pas si vous vous rappelez Nicolas Richard. J'avais parlé de son roman La Dissipation il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus dans quel numéro, mais c'est le 40 ou le 39, enfin, il n'y a pas très longtemps. Il y a 3 ou 4 épisodes de Je range mon bureau, tout au plus. Et en fait, sur Facebook, Nicolas Richard disait qu'il avait besoin, ou qu'il recherchait, une traduction d'un vers de Shakespeare, d'un vers de la deuxième partie de Henri VI. Et donc, je suis allé vérifier comment Ligne Cotegny avait traduit ce vers dans l'édition de la Pléiade. Donc voilà, encore autre chose à ranger. Et puis ensuite, il y a bien sûr, et on va attaquer ça, c'est le problème. Ah, alors moi, contrairement à François Bon, je ne fais pas exprès de laisser tomber des livres, je les laisse tomber malgré moi. Il y en a 4 qui sont tombés, c'est pas grave. Je disais donc, le problème, c'est que les livres que je viens de lire, que j'ai lus au cours du mois passé, j'ai envie d'y consacrer un petit peu plus de temps. Et du coup, la vidéo serait encore plus longue. L'autre problème, c'est que j'ai envie d'en parler de manière un peu structurée. Je ne peux pas me contenter de lire des extraits. Or, pour ça, il faudrait que je reprépare, que je refasse des lectures, que je prenne le temps et que je sois en forme. Et bien, tout cela, ce sont des conditions qui ne sont pas trop réunies aujourd'hui. Alors, je vais juste vous montrer ce livre, et puis je vais en lire un extrait. Ça va être un vrai crève-cœur de ne choisir qu'un seul poème là-dedans. C'est le très gros et très beau volume publié chez Flammarion de l'anthologie des numéros du Jardin ouvrier 1995-2003. Alors c'est sous la direction de Ivar Shvavar et camarades. Et Ivar Shvavar, c'était le créateur, le fondateur et le rédacteur en chef de cette revue, Le Jardin ouvrier. Et Le Jardin ouvrier, il y a eu
plus de 8 années de publication. Ce qui est très bien, c'est que grâce à Yves Dimano, on a une reprise, non pas intégrale, mais en tout cas une anthologie très 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 représentative et vraiment très excitante de ce qu'a pu être cette aventure du Jardin ouvrier. Alors les numéros du Jardin ouvrier, je n'en ai jamais eu entre les mains, c'est une revue que je connais de réputation. Donc j'étais très content de pouvoir acheter ce livre qui date déjà d'il y a quelques années, je crois. Je n'ai pas revérifié ça. 2008, voilà. Et donc on retrouve des poèmes d'Ivar Schwavart, des poèmes de Lucien Suel dont j'aurai l'occasion de reparler, des poèmes, des poèmes de Unique Amour traduite par Sébastien Morlighem, du Bernanos, des poèmes en picard, un poème de Sébastien Morlighem, des poèmes de Charles Pennequin, tiens donc, des poèmes de Rüdiger Fischer traduits, je crois, par Ivar Schwavart, me semble-t-il, c'est les post-poèmes de Rüdiger Fischer, des poèmes d'Evelyne Salope-Nourtier, ça c'était une grande découverte, c'est vraiment très 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 beau, des textes de Tarkos, on retrouve bien sûr le très beau et très long poème, tiens là il y a une traduction, du naufrage du Deutschland de Gerard Manley Hopkins par Ivar Schwavart, ça m'avait échappé, tiens. Est-ce que je vais ranger ce livre après vous en avoir parlé? Je ne sais pas. Du Ian Monk, du Agénor mon oncle. Et donc très souvent, il y a l'utilisation de formes qui ont été inventées par Ivar Schwavart et qui sont notamment toutes ces formes mesurées dans lesquelles un vers doit avoir tous les vers d'un poème doivent avoir exactement le même nombre de mots ou le même nombre de signes, ou alors une strophe ou un chapitre doit avoir exactement le même nombre de vers qui doivent eux-mêmes avoir le même nombre de mots. Et donc c'est très 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 excitant, enfin voilà, c'est très très excitant. Je vais vous lire un extrait du numéro 33 de la revue du Jardin ouvrier, et c'est un poème de Charline Marquilly, je ne sais pas comment il faut dire, les camarades. Alors pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, c'est des grands blocs de texte. Je ne vais certainement pas avoir le temps de tout lire. Et c'est page 292 dans cette anthologie des éditions Flammarion. Tout un front de poupée est venu sur un nuage, avec aux dents un reproche d'un rose écœurant. Le silence a prise rapide et fait de leur hurle prise rapide dans le pays ralenti de notre reculement. C'étaient les pensées de la serveuse en train d'essuyer les verres derrière le bar, car nous sommes en pleine poésie sociale, et l'opportunité se présente pour nous de regarder crûment en passant que de la serveuse les images mentales ne paraissent guère plus que celles des poètes nets, véraces, nécessaires. On n'est pas sûr du mot, mais et comme on croit plus honnête de le mettre, on même le souligne. Faites seulement quelques pas, à gauche ou à droite, et vous arrivez de suite au bout d'un mur de briques dont vous ne vous rappelez pas avoir vu le début. Le soleil se voit, là, fumeux, fuligineux aussi, même si je ne me rappelle pas le sens exact de ce mot. Le soleil est une grosse merde maigre. La serveuse est déjà bien loin, un ouvrier en bleu passe, nous sommes en pleine poésie sociale. Il y a eu de la lessive et des coudes se sont activés. Quel dommage que ça n'ait servi à rien. Au bas du mur, les habituels débris, objets de rebut, planches souillées de plâtre ou de mastic, parpaings fendus, chiffons noircis, d'huile sale et de lait de fumée. De la palissade de tôle rouillée, il reste juste assez pour qu'on ait envie de regarder par-dessus, ou par à côté, ou par à travers, même si un trou se trouve veut comme ce serait bien le diable que non. Il y a tout à coup là un fossé plein d'eau grise. Nous avançons à recroquevillons sous les clôtures de fer barbelé. On en profite pour jeter un œil. Au moment où on passe sous le fil, on jette furtivement n'est pas le mot, mais baste, vers le ciel, oui, ça existe encore. Cet ouvrier en bleu, nous sommes en pleine poésie sociale, qui part à l'ailement est en train de se prendre les pieds dans tout ce bazar de débris, rebut du sol et noir âtre chiffon, huileux fumé. Je t'embrouille, ajoute-t-il mystérieusement. Je t'embouille, les fonds de chaudron. Renchérit-il avec une pointe d'inquiétude, et machinalement il fait ce geste de touiller. C'étaient les pensées de l'ouvrier en bleu pour preuve,
entreaperçu dans toute sa valeur en passant, et c'est une valeur bleue, oui, un bleu net, que les images mentales d'un ouvrier ne sont pas moins lézardées et toutes collées de fumeuse atmosphère que celles du poète. Tous on touille la boue. Et je m'interromps au milieu d'un vers, je m'interromps au milieu d'un bloc de texte. C'est un poème c'est un extrait du poème Les Camarades de Charlie Marquis, un des très nombreux poèmes de ce très riche volume du Jardin ouvrier, Ivar Vavar et Camarades. On continue avec un recueil d'aphorismes de Paul Lambda, La mer en dernier, acheté il y a quelques jours, parcouru, j'en ai lu des pages, c'est plutôt un livre qu'on laisse comme ça sur le côté et qu'on feuillette de temps en temps. Il y a de vraies réussites de langue, il y a de vraies réussites de disposition graphique. Du point de vue de l'aphorisme à proprement parler, on ne se situe pas, enfin c'est un texte qui ne se situe pas du tout du côté du journal ou de l'aphorisme philosophique, en quelque sorte moral. Hein. On est plutôt dans les notations très déconstructionnistes et qui souvent d'ailleurs prennent la forme de vers, hein, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors j'attends un autre livre de Paul Lambda, son nouveau livre, et je vous en parlerai du coup à cette occasion-là. Je vais lire tout de même quelques extraits, page 78 par exemple. Ivre d'aube, le ciel était encore un peu gris ce matin. La fin de la banquise m'a hantise. Si ton palais de glace fond, mes châteaux de sable s'effondrent. Nous reviendrons armés de rêves, chevauchant de fiers moulins à vent. Ce jour encore, nous vaincrons la nuit. Ce sont 3 aphorismes de la page 78. Je prends un aphorisme de la page 41, je vais avoir du mal à le lire. Vous verrez pourquoi. Le temps s'écoule. L'air de si peu. Et long, c'est... Voilà, on s'écroule bien sûr avec une lettre par ligne. Voilà un petit peu le type de travail sur la textualité. Ah, celui-là je l'aime bien, il n'est pas du tout lisible. Il n'est pas du tout lisible à voix haute. Il est à la page 126. Le temps que l'appareil photo fasse la mise au point. Je ne sais pas si vous avez le temps de le déchiffrer. Moi j'ai mis un petit moment. En fait il y a 2 mots. Et chacune des lettres, des premières lettres de ces 2 mots se trouve composées chacun le premier vers, etc. Et donc les 2 mots c'est conjuration et l'autre c'est incantation. Voilà. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont il en fait même pas un calligramme. Hein, j'ai envie de dire un calligramme abstrait. Je suis pas sûr que ça veut dire grand chose, mais enfin, voilà, un calligramme abstrait. Voilà, Paul Lambda, La mer en dernier. Cécile Vachebrot, je ne sais pas comment il faut dire, une reprise dans la collection de poche des éditions Christian Bourgois, la collection Titres. Et en fait, j'ai découvert Cécile Vachebrot qui n'était qu'un nom pour moi, car elle est venue à la librairie Le Livre à Tours. Je n'y suis pas allé parce que j'étais pris ce soir-là, mais en revanche, c'était l'occasion de découvrir un peu ce qu'elle écrivait. Et donc j'ai pris celui-là, pas tout à fait par hasard, parce qu'il s'appelle L'île au musée, et j'ai lu la 4e de couverture qui m'a intrigué. Et c'est un texte, en fait, je pense, très casse-gueule. Alors L'île au musée, c'est un livre publié aux éditions de Noël en 2008, et repris donc en poche dans la collection Titres des éditions Bourgois en 2013. Et c'est un texte vraiment casse-gueule, je vais expliquer pourquoi. En fait, il croise 2 couples, il y a 2 couples, l'un est... se rencontre totalement par hasard dans l'île au musée à Berlin, et l'autre est au jardin des Tuileries à Paris. Et en fait, ces 2 couples, sans le savoir, au cours du même week-end, vont se rencontrer l'un l'autre, sachant que, en fait, ils correspondent à 2 couples officiels. L'un, voilà, je sais même pas comment expliquer ça, c'est extrêmement compliqué, parce que la 4e de couverture... peut expliquer ça, ouais. 2 couples se déchirent et se séparent le temps d'un week-end. Durant cette période de transition, les voix énigmatiques de statues s'élèvent pour évoquer l'histoire des lieux chargés d'art et de tragédie, s'y mêlent celles réelles des personnages. Voilà, bon, c'est pas à expliquer d'ailleurs, hein. Mais bon, peu importe, mais j'explique pas, tant pis, si pour la 4e de couverture ils y sont pas arrivés, je vais pas y arriver non plus. Et donc je disais que c'est très casse-gueule, parce qu'il y a donc une alternance, comme le dit bien pour le coup la 4e de couverture, une alternance de l'histoire de ces 2 couples qui se rencontrent au cours d'un week-end dans 2 lieux différents,
deux lieux chargés d'art, les Tuileries d'une part avec les statues et l'île au musée à Berlin, que je ne connais pas. Je ne suis pas allé à Berlin depuis 1985, et donc c'était alors qu'il y avait encore le mur, Berlin-Est et Berlin-Ouest, ça remonte. Et donc c'est très très casse-gueule, puisque les chapitres racontant l'histoire de ces deux couples donnent lieu à des interpolations. Entre chaque chapitre, il y a des sortes de chapitres coraux dans lesquels les statues ou les œuvres d'art parlent. Alors ce qui est extrêmement, c'est ce que j'appelle le dispositif casse-gueule. Et en fait, c'est très très bien. Voilà, c'est très bien, c'est vraiment très tenu stylistiquement, c'est très émouvant. L'histoire qui est une double histoire, non pas d'amour, mais d'affection, de rencontre sentimentale, tient ses promesses justement en évitant d'être trop classique, ou trop kitsch, ou trop conventionnel, et c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, et donc c'était l'occasion de découvrir Cécile Weisbrot. Comme il ne me reste plus qu'une poignée de secondes sur la carte SD que j'utilise en ce moment, je ne vais pas lire d'extrait, ça raccourcira d'autant la vidéo, mais voilà, l'île au musée, Cécile Weisbrot, à découvrir. Je vais parler plus brièvement d'autres livres, et d'ailleurs je ne vais pas vraiment en parler, je vais lire des extraits d'autres livres que j'ai lus ces derniers temps. Christophe Manon, Pâture de vent, et Christophe Manon, c'est un poète que j'ai pu écouter il n'y a pas très longtemps lors d'une lecture avec Lucien Suel, dont je vais reparler d'ailleurs, et Lucie Taïeb, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo « Je range mon bureau ». Alors, Pâture de vent, c'est le tout dernier livre publié aux éditions Verdier par Christophe Manon, et c'est un texte très curieux parce qu'en fait il passe vraiment du coq à l'âne, c'est une sorte de série d'élucubrations sur le corps, sur la mémoire du corps et sur l'écriture. La quatrième de couverture dit que Pâture de vent est une célébration, un chant d'amour halluciné, une sorte de danse macabre, fiévreuse et envoûtante, ponctuée d'éclats lumineux et de moments de grâce. Et très honnêtement, moi je l'ai lu, finalement, j'ai fini par le lire. Au début j'étais très désorienté, je ne savais pas trop où me situer par rapport à ce texte, et j'ai fini par le lire comme un poème. C'est un livre en deux parties, et deux parties radicalement différentes l'une de l'autre, et je vais vous en lire... Alors j'avais noté plusieurs passages, les passages autour de du frère mort et du fantasme du frère mort, qui sont très beaux, il y en a plusieurs. Allez, je vais lire deux passages. Page 27-28, Christophe Manon, Pâture de vent. Et ces jouets qui les aura récupérés, c'est les nages tricotées par des mains amoureuses qui les aura revêtus. Son petit lit douillet préparé avec tant de ferveur et de délicatesse, qui l'aura occupé? Qui s'y sera lové dans la peur du noir et de la nuit qui vient, avec ses monstrueux hôtes du sommeil, son cortège de spectres et d'horribles chimères? Tout cela, cette mort si humble, si discrète qu'elle n'a pour ainsi dire pas eu lieu, lui donner la tournure au foutraque d'un chant à la fois frêle et faramineux, d'une petite rengaine de bastringue entêtante et gracieuse, afin de permettre au petit frère fœtus, avec son placenta et son sang et son mucus, et ses os qui n'ont pas eu le temps de calcifier, de rejoindre enfin la grande lignée lyrique de ceux qui sont partis avant l'âge, des enfants disparus, abandonnés, errants, des enfants persécutés, séparés, des bêtes innocentes éventrées, des bêtes dépecées, découpées, dépouillées, des bêtes démembrées et équarries, de rejoindre l'infinie sarabande de lapins, faisans, canards, biches, porcs, bœufs, veaux, moutons, perdrix, écureuils et marcassins, et aussi cette malheureuse poule effarée, dont la tête posée sur le billot est brutalement tranchée par la vieille femme d'un coup de hache expéditif, la lame étincelant un bref instant dans les rayons du soleil déclinant comme un signal impérieux du destin. J'interromps la phrase, parce que la phrase est longue et elle se poursuit jusqu'à la page 29, non, jusqu'à la page, je sais pas. J'interromps en présentant mes excuses à Christophe Manon, et je vais lire une série de phrases beaucoup plus courtes à la page 100. Merci aux persécuteurs et aux persécutés, merci. À celui qui abuse d'un être humain ou d'un animal, je dis merci. Merci au monde pour être ce qu'il est, merci à toutes et tous, ainsi ma rage demeure intacte. Jamais je ne l'abandonnerai. Elle est vitale pour moi, elle est nécessaire à mon écriture. Elle me structure et m'aide à me tenir d'aplomb. C'est pour cela que je trouve la force de me lever chaque matin et que j'engage quotidiennement une lutte sans issue avec la langue dans l'espoir de trouver un jour l'apaisement
et en même temps je ne veux pas être apaisé. Vive les tortionnaires, vive les brutes, vive les violents, vive les envieux, vive ceux qui sont animés par un désir de vengeance et ceux qui subissent en silence, tête basse, vive les puissants et les oppresseurs, ainsi grâce à eux, mon amour décuple. J'ai peur de beaucoup de choses, mais celle que je redoute le plus, c'est de ne plus ressentir de colère en entendant les informations à la radio. Voilà, et je contresigne vraiment chaque mot de cette très belle page aussi du livre de Christophe Manon. Françoise Morvan, Buée, et c'est le premier tome d'une longue série à paraître aux éditions Mesure. Les éditions Mesure, c'est une maison d'édition qu'André Markovitch et Françoise Morvan viennent de fonder. Et les 2 premiers volumes des éditions Mesure ont paru. J'ai parlé du livre, de la traduction d'un petit recueil de Gennady Haïgi par André Markovitch, qui est l'autre volume déjà paru, des éditions Mesure, et donc je ne peux que vous recommander ces belles éditions Mesure. J'ai même eu ma petite dédicace, mais je crois que tous les abonnés ont une petite dédicace de Françoise Morvan en souvenir de notre merveilleuse rencontre à Tours. Voilà. Je vais lire un des poèmes de ce recueil très très décapant. Voilà, je vais employer délibérément cet adjectif, parce que c'est très décapant. La langue est vraiment une manière de découper le réel et de le reconfigurer. J'ai été très sensible. Il y a vraiment des poèmes auxquels j'ai été très sensible. Lune de Mars. Les peupliers qui se défendent sous la pluie fine, l'ensorceleur les happe avec douceur. Et si leur bruit léger d'argent froissé les suit, c'est qu'ils se changent en soierie pour le servir. Mince usurier des nuits de lune, faussaire et receleur des rêves usagés, il passe dans la brume au bas du vieil étang avec sa houppelande bruissant sous les saules, et s'enfonce à l'insu de tous dans la boue noire, comme un noyer glissant sous l'eau, mains en avant, pieds nus, les yeux fermés, suivis des ombres de feuillage ou de rêveurs furtifs. Puis, guettant les reflets d'anguilles vert d'argent, il happe la lune, un gros doublon lourd, dont l'or a dormi dans la boue et l'essuie sur la soie de sa livrée. Un poème, un des nombreux beaux poèmes de Françoise Morvan, Buée aux éditions Mesure. Le journal d'un manœuvre de Thierry Mess. Le journal d'un manœuvre. La raison pour laquelle j'ai acheté le journal d'un manœuvre, c'est sur la recommandation express de mon libraire, Laurent Ébrard, que je remercie parce que je ne connaissais pas du tout l'œuvre de Thierry Mess, et il s'agit donc d'un recueil de notations très brèves tenues au cours d'un chantier. Donc c'est très exactement, voilà, ça correspond très exactement au titre. C'est le journal d'un manœuvre. Il y a une préface de Jean Grosjean et c'est très très beau. C'est un texte qui date de 1990 et donc je vais vous lire quelques extraits. Page 42. Le chef ne fait que dire le chantier, rien d'autre. Si on l'écoute, où est le monde? Qu'est-ce qu'on fait? Comment savoir? On parle de rien ici. C'est comme ça tous les jours. Page 85. 4 août. On a posé 27 poutrelles de 6 mètres, dans la journée, d'une traite, sans regarder la montre, sans penser que c'était lourd et difficile, sans le dire, sans compter. Nous nous sommes avancés loin dans le chantier, mais ce soir, on a des enclumes au bout des bras. Nos visages en disent long. Impossible de cacher le dormeur qui s'accroche à nous. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est bâtir une chambre autour de lui, pour l'écouter, pour finir ce que nous avons commencé là-bas, sans lui. C'est le peu qui nous reste. Un souffle, une image. C'est pour cela
qu'on est venu nous chercher. On continue en littérature française contemporaine. Il y a beaucoup de littérature française contemporaine, cette fois-ci. Mais c'est bien, j'en lis, hein, voilà, c'est comme ça. De la poésie, des textes un peu insolites. Pas tellement de romans, finalement, enfin... Non, même très peu de romans. Bien, ce texte n'en est pas un non plus, aux éditions Verticales, Poétique de l'emploi de Noémie Lefebvre. Et je peux remercier là pour le coup Gilles Bonnet, parce que c'est grâce à Gilles Bonnet, mon ancien camarade, mais surtout collègue désormais à Lyon, spécialiste des écritures numériques. Et là encore, j'avais parlé du livre de Gilles Bonnet il y a maintenant un an, je dirais, dans ses vidéos. Et donc Gilles Bonnet a invité, a travaillé avec ses étudiants de master, je crois, autour de l'œuvre de Noémie Lefebvre. Il y a eu une rencontre avec Noémie Lefebvre, dont on trouve d'ailleurs une très belle captation sur le site, je pense, de l'équipe d'accueil de l'Université de Lyon, Marge. J'avais été très intrigué et très intéressé par l'entretien, la rencontre entre les étudiants de Gilles et Noémie Lefebvre. Et donc j'ai acheté, j'ai lu Poétique de l'emploi, dont je vais vous lire. Là encore, allez, on ne change pas, une équipe qui gagne 2 extraits. Leçon numéro 3. Poète, écrivez des poèmes nationaux, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. J'ai flâné sans compter. Je flânais en fumant. Je fumais en flânant. J'errais vers nulle part et je vagabondais sans savoir quoi penser. Je ne pensais à rien, je ne rêvais de rien, s'il y a quelque part un solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'humain, si quelqu'un cherche encore à voir dans la modernité quelque chose de beau au service de personne, dis-lui de ma part qu'il est dans un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître parce que tu peux toujours flâner. Tu ne seras jamais qu'une pauvre merde, incapable d'imagination active, alors, même pas poète. Tu ne pourras rien voir. Parce que tu vois ce qui se passe. Et tu vois, ce qui se passe n'a rien d'une modernité dont la beauté se révélerait au noir de ses fumées, aux misères ordinaires, aux chiens, cherchant leur vie sous la pluie ruisselante ou sous le soleil puant des rues sans importance. Vas-y, flâne tant que tu veux, pour la poésie c'est mort et non avenu. Toi, tout ce que tu peux saisir dans ton errance à la con, c'est que le présent en a bien fini avec cette plaisanterie de la beauté du temps qui serait la moitié de ton poème en cours, et d'ailleurs, pendant ce temps où tu es à flâner dans ce vide poétique, Baudelaire et Verlaine et Rimbaud, ces illustres consommateurs de produits planants, sont tout juste bons à se faire enfermer dans les programmes scolaires ou à être échangés sur le marché européen des lettres supérieures contre des points ECTS. Alors, fuck that fake. Noémie Lefebvre, Poétique de l'emploi, page 43. Vous voyez, ça cogne quand même, hein, c'est pas mal. Elle parle beaucoup de Klemperer, que je n'ai toujours pas lu. Page 89. Mes idées, sans efficacité, étaient vouées à l'échec. Tu peux réussir, voilà ce que je me disais pour m'encourager dans cette voie sans avenir. Mais je ne pouvais pas réussir sans rater, car toute réussite relève de l'efficacité de la filière agroalimentaire de la lignée de mon père, à laquelle j'appartiens sans l'avoir demandé. L'échec de l'inefficacité est une réussite agroalimentaire, a dit mon père un jour où il avait bu. Tout contribue à l'efficacité de la filière agroalimentaire, voilà la vérité. N'importe quel emploi dans les chantiers navals, ou la sidérurgie, ou les services, ou l'administration, ou la banque, ou le commerce, ou l'éducation, ou la culture est toujours, in fine, au service de la filière agroalimentaire. Même la production d'un roman aussi débile que « Mais ne voyez-vous pas que la vie est trop courte ?» est une réussite in fine agroalimentaire par extension des rayons dans les supermarchés dédiés à la filière. Cependant, les suppressions d'emplois et les arrêts de production sont tout aussi profitables à la filière agroalimentaire. Toute production ou travail, comme tout arrêt de production et disparition de travail alimentaire ou pas, te relie nécessairement par la chaîne alimentaire à l'agroalimentaire. Ainsi, mes idées, sans efficacité, devraient-elles flotter parmi les milliards de discours sur le monde général dans son état d'urgence à cause des menaces d'une extrême gravité, sans rien changer à l'emploi et à ses destructions ni au cours des actions et des obligations de la filière de mon père, à laquelle j'appartiens. Fuck that fake. C'était Mars. On entend, j'ai choisi 2 extraits différents, et le leitmotiv de Fuck that fake, qui revient
très souvent. Alors je ne vous raconte pas l'argument de ce texte de Noémie Lefebvre, qui est partagé entre le récit, l'autofiction, l'essai un peu décousu à la Montaigne. C'est un texte vraiment, vraiment très réussi. La coïncidence veut que j'ai découvert ce livre-là qui date de l'année dernière, de février 2018, alors que j'ai lu il n'y a pas très longtemps L'aide à l'emploi de Pierre Barrault. Et donc ils travaillent le même matériau, en fait. Ils s'intéressent à la même question qui est l'obsession pour la thématique de l'emploi, tout le vocabulaire lié à l'emploi, toute la politique de l'emploi, de deux manières radicalement différentes. Noémie Lefebvre et Pierre Barrault ont chacun écrit un livre qui travaille ce matériau. Voilà. Par où je continue? C'est une bonne question. Allez, un livre traduit de l'allemand de Lukas Berfuss. Lukas Berfuss, Koala, acheté il y a quelques années déjà. Koala, traduit de l'allemand par Lionel Felchlin, ou Felchlin, je ne sais pas, aux excellentes éditions helvétiques Zoé. C'est pas mal ça. Aux excellentes éditions helvétiques Zoé, c'est horrible de cacophonie et de sibilance, peu importe. C'est un livre de 2014, Koala, le titre original, et le titre français, Koala, publié en 2017. Non, c'est pas si lointain que ça. Alors là encore, on a un texte qui est un roman, un récit, une autofiction. Je vais vous lire la 4e de couverture, ça m'évitera de dire trop de bêtises car je commence à fatiguer. Lukas Berfuss est invité dans sa ville natale pour donner une conférence sur un grand poète allemand, Kleist, dont la fin choisie nous est connue. Il y retournera quelques mois plus tard, après le suicide de son frère. Comment expliquer un tel acte et le silence qui l'entoure? Berfuss cherche des réponses aux questions que son frère lui a laissées. Il passe de l'incompréhension à la colère, puis à la culpabilité, à la recherche de motivation et de points de comparaison dans l'histoire et dans la littérature. En se souvenant du surnom de son frère à l'adolescence, il part à la découverte du koala et de l'histoire tragique de l'Australie, comme si un nom pouvait influencer un destin. Tout en sondant l'insondable, il décrit l'occupation d'un territoire où s'affrontent hommes et nature. Un roman sur la violence, envers soi-même et autrui, qui remet en question notre ambition et notre mode de vie industrieux. Et la notice de la 4e de couverture est due au traducteur, Lionel Felchlin. C'est très bien traduit d'ailleurs, et c'est un texte, je l'ai dit, un petit peu insolite. Je pense que si ça me fait penser à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une œuvre, on va dire, ça serait plutôt à l'œuvre de Sebald, que je connais mal, je précise, mais voilà, moi ça m'a fait penser à plusieurs reprises à Sebald. Et comme les passages dans lesquels il réécrit l'histoire de la conquête coloniale de l'Australie sont peut-être ceux que j'ai trouvés les plus réussis, eh bien je vous lis un extrait, page 88, édition Zoé. Ralph Clark, en tout cas, lieutenant sur le Friendship, tenait ces misérables avec lesquels il était enfermé pour plus heureux que lui-même. Lui à qui son capitaine James Meredith avait interdit de passer la dernière nuit avant de lever l'ancre à terre, dans les bras de sa dulcinée. Il se terra dans un coin tranquille, fixa son regard sur le portrait de son Alicia, se perdit dans ses boucles, ses yeux et ses joues sèches, avant de se forcer à reprendre son service et de se résoudre à écrire un journal sobre, à relater les événements en toute objectivité. Mais ce qu'il coucha sur le papier furent des mots de désespoir et de peur face à la solitude qui l'attendait, des imprécations d'un cœur amer, un amant qui rêvait des bras de sa femme. Aucun criminel n'entamait le voyage plus à contre-cœur que lui, qui abandonnait la meilleure de toutes les femmes et son jeune fils pour accompagner un amas de vermine à l'autre bout du monde. Aucun mortel, il en était certain, n'était plus malheureux que lui lorsque, de bon matin, vers 5 heures, ce 13 mai, le Sirius donna le signal qu'on lâcha les amarres et leva l'ancre. La rive était encore proche et l'espoir de Clark bien réel. Si seulement la flotte accostait à Plymouth ou à Torbay pour qu'il puisse serrer Alicia et son fils chéri encore une fois dans ses bras. Seigneur, écrivit-il, donne leur santé et bien-être. Il reprit ses esprits. Comment aurait-il bien pu voyager et comment pourrait-il les voir, lui le soldat amoureux? Il pouvait en revanche expédier une lettre. Il y aurait des nouvelles de Plymouth. Mais un vent épouvantable priva Clark de ce bonheur et éloigna le bateau du rivage et la lettre vers la mer,
vous ne parvenez aucune nouvelle. Il est temps que ça s'arrête, parce que si je continue à faire des gros plans, ou à zoomer de plus en plus, ça va devenir de plus en plus bizarre. Bref, c'est quoi le prochain? Allez, je dézoome. Ah non, là je zoome. Le prochain, c'est un livre de Javier Cercas, Le Mobile, traduit de l'espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic, aux éditions Actes Sud, publié en 2003, mais c'est un texte de 1987 et c'est le premier livre écrit, le premier récit bref, une sorte de longue nouvelle, publié par Javier Cercas. Alors, Javier Cercas, j'avais beaucoup aimé Les Soldats de Salamine. Ce livre-là m'a paru complètement superficiel et sans grand intérêt. Je ne vous raconte même pas l'histoire. Voilà, si vraiment vous pensez que c'est bizarre, que je ne fais pas mon travail, bien écoutez, vous pouvez aller voir sur le web, sur le site des éditions Actes Sud, vous faire une idée. Ça m'a tellement pas inspiré que j'ai même pas noté de page à vous lire comme ça. Bon. C'était Javier Cercas. Plus que 4 livres et j'ai 2 livres de Lucien Suel dont je veux vous parler. Et ces 2 livres de Lucien Suel, tous les deux parus aux éditions La Contralée. Donc vous en avez un qui s'appelle D'Azur et d'Acier et l'autre qui s'appelle Le Lapin Mystique. Je commence par Le Lapin Mystique parce que c'est celui qui m'a le plus intrigué. C'est extrêmement bien écrit. C'est une histoire un petit peu d'hallucination dont je pense que le mieux est que je donne la parole directement au rabat de 3e de couverture. Ce lapin mystique, aux allures fin de siècle, empreinte de psychédélisme, nous embarque dans un engrenage perpétuel, une fuite du quotidien ordinaire, une quête impossible et circulaire, au cours de laquelle les repères se perdent au fil d'événements réels ou rêvés, une histoire drôle, douloureuse ou mystérieuse comme l'est la vie. Paru en 1998 sous forme de feuilleton dans la revue de poésie lilloise Le Dépli amoureux, Le Lapin Mystique est le tout premier roman de Lucien Suel, bien avant Mort d'un jardinier. Et je veux tout d'abord souligner le remarquable travail des éditions de La Contralée, parce que c'est un petit livre très très agréable à lire, avec une très très belle police, enfin, c'est très très joli. Le texte, je dois avouer, m'a désemparé, déconcerté. C'est très bien écrit, c'est très intelligent, et surtout c'est complètement délirant, savoir que voilà, c'est des espèces de visions, de fantomatiques ou hallucinatoires. Donc moi j'aime beaucoup Lucien Suel comme poète. Là je dois avouer, c'est la première fois que je lis un roman de lui, et je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. J'ai compris les jeux textuels, ça je les ai à peu près tous compris, me semble-t-il, enfin ce que j'ai repéré, parce qu'il y en a probablement qui sont cachés. Allez, je vais vous lire un extrait, que vous vous fassiez une idée. L'or se repose. Le kangourou lui soufflera son haleine alcoolisée dans la tiédeur, la mollesse de ses neurones abandonnés. Que son rêve soit long, doux et fertile avec l'apaisement retrouvé. Je mouille la courbe de mes yeux. Mon cœur vibre à l'abri de mes côtes. Le sang bouillonne dans mes narines. Mon souffle creuse la touffeur des poils du lapin. La couleur rosée de cette entaille me ramène au présent clair et vif. J'arrive, l'esprit raffermi sous le porche de la chapelle, dans la lumière. J'attache le lapin aux 2 battants du portail, une patte de chaque côté, la tête ballante dans l'ouverture entrebâillée. Je cale, en glissant dessous divers gravats, les portes entre lesquelles le lapin mort lentement oscille, pattes écartées, nez pendant à 60 cm du seuil bétonné. Je recule devant l'entrée pour le regarder, la brise folâtre parmi les poils de son ventre. Je m'approche pour lisser la douceur blanche. Mon couteau n'est plus là. Je l'ai sûrement perdu dans les prairies après l'ingestion latine, quand je courais à travers la campagne, en déchirant mes vêtements aux barbelés d'acier, aux ronciers hérissés. Il faut pourtant que j'écorche, que je vide cet animal. Déjà beaucoup de temps à passer et la peau risque de coller à la chair. Voilà, il y a beaucoup de délires comme ça, taxidermiques, je ne sais pas très bien comment dire. Et comme la 2e carte SD de 8 gigaoctets donne des signes de faiblesse, ou plus exactement, c'est bientôt fini, je veux quand même consacrer 2 petites minutes à l'autre livre donc de Lucien Suel, que j'ai lu récemment, D'Azur et d'Acier, qui m'a beaucoup plus parlé, je ne sais pas comment le dire mieux, publié en 2010 suite à une résidence d'écriture à Fives, donc dans la banlieue de Lille. Et alors moi je dois dire que je ne connais pas du tout, je connais Lille, j'y suis allé une fois, bon, assez rapidement, et je ne connais pas la banlieue de Lille, et c'est sans doute un livre qu'il faut
recommander déjà aux gens qui connaissent ces lieux, qui y vivent, parce que c'est vraiment très très beau, puisque Lucien Suel a passé l'hiver 2009-2010 à Fives, en résidence d'écriture, avec pour mission de faire émerger un texte de cette expérience, et donc il a parcouru les rues, il a écrit des poèmes de briques, il a beaucoup travaillé sur le motif de la brique, c'est à la fois très drôle et très réussi, et puis surtout il a vraiment repris toute l'histoire sociale, l'histoire révolutionnaire, les figures historiques de la ville. Et le livre est constitué de blocs qui sont eux-mêmes des briques, puisque toutes les pages de prose sont constituées comme ceci. À chaque fois, il y a 4 paragraphes de 7 lignes, exactement, précisément métrés. Donc c'est vraiment, c'est comme toujours avec Lucien Suel, une écriture à contrainte visuelle, dans l'écriture, dans le nombre de signes, dans le nombre de mots, et c'est vraiment très bien. Page 60. À la place du vide de la place, il y avait des vies avec des bonheurs et des souffrances, des rires et des drames, des délices et du spleen. À la place de la place, il y avait des maisons et une rue. À la place des maisons, il y avait du blé, des chicons, des veaux et des patates, du lait et du sucre, du beefsteak et des frites. À la place des maisons, il y avait des prés et des champs. À la place des prés et des champs, il y avait des hêtres et des chênes, des ormes et des fougères géantes. À la place des champs et des prés, il y avait une forêt vierge. À la place de la forêt vierge, il y avait des thons et des oursins. À la place de la forêt, l'eau. L'arbre de la place cache la mer, la forêt, la terre nue, les maisons des personnes vivantes. La pensée hors champ recherche d'autres lieux, d'autres places, la clairière, la jachère, le parking du supermarché, les prés communaux, le terrain vague, la friche industrielle. J'ai été interrompu dans la lecture du premier passage d'Azur et d'acier que j'ai lu. La carte SD était pleine et je pense qu'il doit manquer quelques mots, ce qui est quand même vraiment regrettable puisque ça s'organise sous forme de pavé de texte. Je vais lire un autre extrait, du coup, puisque là j'ai eu le temps. Notre première séance de travail en commun, elle a eu l'idée du morceau en observant cet homme, un habitant du quartier, qui passe beaucoup de temps à marcher, à parcourir Fives en long, en large, en travers. Laure a intitulé ce morceau K1KA. En l'écoutant, on a certainement des idées de marche rapide, puis des moments plus étranges, et parfois une mélodie ancienne avec une atmosphère nostalgique. Je note aussi cette analogie entre le parcours des doigts de la main sur les boutons de l'accordéon et tous les mouvements d'un promeneur qui déambule sur les trottoirs de la ville, arrêt, changement de direction. Je la laisse travailler. Elle va présenter son spectacle ce soir à Roubaix à la condition publique. Je file au centre Leclerc, il me faut une salade, des boissons, des amuse-gueules au cas où j'inviterai quelqu'un, mais au moment de passer à la caisse, je m'aperçois que j'ai laissé mon portefeuille sur la table dans l'appartement. Je vais à l'accueil, on me garde mon panier. Je reviens sur mes pas et 5 minutes après, je paie avec ma carte bleue. En lisant le ticket de caisse, je suis informé du bilan CO2 de mes courses. 3,87 kg équivalent CO2. Il est possible que le rhum de la Martinique soit responsable de la plus grande part de ce total faramineux. Je range mes bouteilles au frigo et dans la salle de bain. Je lave ma salade et prépare mon repas. Après le repas, j'emmène le courrier à la poste de Fives, pas de queue. Je glisse des pièces dans la machine qui me donne des étiquettes à coller. En revenant, je passe à Carrefour Market car j'ai besoin de fromage. Je repère en sortant la boulangerie Gouillard qui m'a été recommandée par Laure. Je fabrique plusieurs briques d'écriture sur l'ordinateur. Mercredi 21 octobre 2009, c'est l'anniversaire de la mort de Jack Kerouac. Je lui consacre un article sur mon blog Silo Academy 23. Je mets aussi en ligne un deuxième message du résident sur le blog de Fives en aparté, un texte court et un poème justifié sur les briques. Je sors, je vais à pied vers la gare de l'île Flandre, le seul piéton à quitter Fives ainsi. Je pense que ceux qui vont au centre de l'île prennent le métro ou même leur voiture, si je considère le torrent motorisé qui me dépasse en grondant sous le pont de l'autoroute. Étrange parcours, virgule, et moi j'arrête de lire, mais j'arrête exprès à la fin d'un bloc de texte plutôt que suivant les blocs de texte plus conventionnels que sont les phrases. Il faut vraiment lire ça de manière graphique, vraiment lire le livre avec ses briques, avec ses pages de briques. On poursuit avec un texte extrêmement émouvant, là encore, le journal d'Elga, de Helga Vaisova. Et Helga Vaisova, c'est une artiste tchèque, et qui est connue surtout pour ce livre-là, Le journal d'Elga, témoignage et dessin d'une enfant rescapée
de la Shoah, traduit du tchèque par Erika Abrams, et c'est publié aux éditions Belfond. Alors je ne connaissais pas ce texte, je ne connaissais pas Helga Weissova. J'ai acheté ce texte en fait à la librairie du Mémorial de Caen. Alors je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en lisant ce texte. Le livre est très très bien fait, à savoir que Helga Weissova, elle a passé le début de la guerre avec sa famille. Elle avait 12-13 ans au début de la guerre. Elle a passé plusieurs très longs mois à attendre l'appel à la déportation, en fait, par les autorités nazies. Et ensuite, elle a été déportée avec sa mère et son père à Térésine. Et elle a passé là 2 ans, je crois, à Térésine. Je ne me souviens plus, entre 41 et 44, me semble-t-il, ouais, peut-être même presque 3 ans. Et ensuite, elle est envoyée à Auschwitz. Elle est déportée à Auschwitz. Et au terme d'un certain nombre de péripéties qui font qu'elle n'est pas conservée à Birkenau avec sa mère, mais déplacée dans un autre camp, un camp de travail, non pas un camp d'extermination. Puis ensuite, du fait qu'il y a de nombreux déplacements forcés qui ont lieu au moment où les Russes et les Alliés pénètrent en Allemagne et commencent évidemment à libérer tous les camps, elle finit par échapper, mais vraiment de très très peu, à l'extermination et à la mort. Et donc, le livre est constitué par le journal qu'elle écrivait avant d'être déportée, qu'elle écrivait à Térésine et qu'elle a continué à essayer d'écrire à Auschwitz. Et là, je crois qu'en fait, pour toute la partie à Auschwitz, c'est en très grande partie une reconstitution. Mais de toute façon, c'est un journal qu'elle a notamment retrouvé parce qu'elle l'avait caché à un certain endroit à Térésine et elle a réussi à le retrouver grâce à l'aide d'un oncle, je crois. Et donc, le texte, elle l'a retravaillé pour publication. Et c'est un texte qui a été publié très tard. Il a été publié dans les années 90 sous sa forme complète. Alors ce livre des éditions Belfond, outre qu'il propose la première traduction complète de l'ensemble du journal, c'est-à-dire le journal écrit par Helga pendant les années de confinement, puis de déportation, puis dans les camps d'extermination, outre que c'est cette première édition, cette édition est accompagnée alors de tout un appareil critique, de notes qui permettent de comprendre un certain nombre de références, mais aussi il s'accompagne d'une interview, d'un entretien avec Helga Weissova, d'un entretien qui a été donné, alors c'est là où évidemment je n'ai pas bien fait mon travail et je n'ai pas revérifié. Voilà, le 1er décembre 2011 avait des propos recueillis par Neil Bermel. Voilà, donc cet entretien permet non seulement de lever une grande partie du voile sur les conditions dans lesquelles elle a écrit ce texte, dans les conditions dans lesquelles elle a retrouvé, les conditions dans lesquelles elle a pu réussir à reconstituer vraiment le texte de son témoignage. Elle parle aussi bien sûr de ses dessins, alors je vais y revenir, mais le texte est accompagné des dessins que Helga faisait au fur et à mesure de la guerre et de son expérience de concentration, de l'expérience concentrationnaire. Helga Weissova, elle est devenue artiste et professeure aux Beaux-Arts. Donc elle revient sur tout ça, mais elle revient aussi sur tout ce qui a été le retour, c'est-à-dire ce dont elle ne parle pas dans le témoignage. On pense à la trilogie de Charlotte Delbo, Auschwitz et après. Moi je trouve qu'un des livres, les 3 volumes sont absolument bouleversants, mais le 3e tome, celui dans lequel elle parle de son expérience, une connaissance inutile, le retour, le fait de ne pas réussir à communiquer, de ne pas réussir à être compris, de ne pas pouvoir se faire comprendre, de se rendre compte que la communication n'est pas possible avec ceux qui n'ont pas connu l'expérience d'Auschwitz, une expérience concentrationnaire similaire. Dans ces entretiens, un témoignage sur cette question-là, et un témoignage aussi sur le fait que les communistes, et en fait le régime stalinien, à partir de 1948, a fait à nouveau subir une discrimination aux juifs, ce que l'on sait, mais ce que j'ai rarement lu raconté de cette façon-là. Et les discriminations antisémites du régime communiste tchécoslovaque à la fin des années 40 jusque dans les années 60, c'est vraiment quelque chose de tout à fait terrible, et elle en parle très très bien, avec une grande pudeur, mais sans aucun
complexe, sans aucun tabou, donc elle en parle de manière très directe aussi. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, le texte est un témoignage de première main, c'est un témoignage qui est remis en perspective historique, il y a les dessins qui sont très très émouvants, qui sont très beaux, hein. Je vous en ai montré un, la queue devant la cuisine, mais je peux vous en montrer d'autres qui sont vraiment très très beaux, le dortoir à la caserne, voilà, qui illustre ce qu'elle raconte par ailleurs. Je ne sais pas si je vais réussir à le montrer de manière à lui rendre voilà, qu'on voit bien. Il y a tout cet aspect-là, mais c'est un texte donc, qui est très émouvant en tant que texte, en tant que, comment dire, que matériau premier, archive, voilà, c'est le terme que je cherche, mais c'est aussi un texte qui est littéraire, c'est un texte dans lequel on a tout ce journal aussi de jeunes filles, hein. Au début c'est une petite fille, puis c'est une adolescente, il y a tout le côté de la puberté, il y a un très grand nombre de choses qui sont comme ça mises en perspective dans ce livre, et c'est vraiment bouleversant. J'ai trouvé ce texte très très fort. Je pense que c'est un texte qui est quand même assez méconnu, donc je le signale, hein, je veux dire, bon, le journal d'Anne Frank est un texte fondamental, la trilogie de Charlotte Delbo, si vous ne l'avez pas lu, est un texte fondamental, mais ce journal d'Elga Vaisova, pour moi, rejoint ces textes-là, c'est vraiment important de lire ces textes. Je crois que on ne lit pas assez, on ne regarde pas assez les témoignages, donc, voilà, Elga Vaisova, un texte vraiment essentiel sur ce sujet-là. 29 septembre 1944. Les wagons sont là, le second convoi est appelé à l'écluse. Maman prépare vite le dîner, que papa mange une dernière fois correctement. Ota est là lui aussi. Pendant toute cette semaine de départ, il a dîné avec nous. J'enfourne sans savoir ce que je mange. Quelle importance. J'avale sans mâcher. Je n'ai pas faim, mais avec chaque cuillerée, j'avale aussi une larme. J'ai beau manger beaucoup, j'ai toujours des larmes à revendre. Papa et Ota se roulent des cigarettes à la russe, les bourrent de feuilles de tisane et rigolent. Encore cet humour noir. 6h moins le quart, il faut y aller. Les cigarettes restent sur le banc et déposées avec elles la gaieté qui n'est plus de mise. C'est ici que nous passions nos soirées ensemble, tous les trois. Pas depuis longtemps, 9 mois seulement. Cela a été notre meilleure période à Thérésine. C'est ici que nous avons connu les plus beaux instants. Si la guerre avait pu se terminer maintenant, cela aurait été trop beau. Nous y sommes réunis aujourd'hui pour la dernière fois. À partir de demain, il n'y aura plus que maman et moi. Je précise, je m'interromps dans ma lecture, que de toute sa famille, seuls Elga et sa mère ont survécu. Tous les autres ont été exterminés. Là, dans ce texte-là, elle parle de son père, elle parle aussi d'Ota, qui était son premier amoureux à Thérésine. Et donc, elle raconte ça, elle raconte en fait les derniers moments avec son père. Et toi, papa? Sa main jette la cigarette encore rougeoyante, il me serre contre lui et maman aussi de l'autre côté. Nous ne pouvons plus retenir nos larmes, il s'en est accumulé trop depuis 8 jours et nous n'y résistons pas. La tête pressée contre la poitrine de papa, j'entends nettement le battement de son cœur. Un peu accéléré, irrégulier, triste comme l'ambiance de cette soirée. Oh papa, si tes bras pouvaient être assez forts pour que jamais rien ne m'arrache à leur étreinte. J'entends battre ton cœur, je le sens frémir, et pourtant son rythme est ferme, résolu. Résolu à la lutte qui l'attend, prêt à faire face aux coups qui le frapperont peut-être, saignant de celui qui vient de le toucher au point le plus sensible, la séparation. Et pourtant il bat. Il battra. Il faut qu'il batte. Nos cœurs seront avec lui, ils lutteront et souffriront, espéreront et croiront avec lui, et comme les nôtres, lui aussi battra pour nous. Partition de Louise Ramier, le premier livre de Louise Ramier, publié aux éditions Louise Bottu, dont je vais lire, là aussi, plusieurs extraits, sachant que Partition se compose selon une structure extrêmement, que moi j'ai trouvé très complexe, qui n'en rend pas la lecture facile, une alternance de portées, les portées 1, portée 2, etc., et différents fils narratifs qui prennent eux-mêmes chacun des formes typographiques ou spatiales différentes. Le texte part d'une situation qui est celle d'un narrateur, d'une narratrice, qui dit « Parfois, je mets la tête dans la cuvette. Ça a commencé un jour d'été, il y a un début à tout. C'est ce qu'on dit en tout cas, un début à tout. En fait, c'était la nuit, une nuit chaotique, une nuit agitée. » Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite,
tout le texte va être une sorte de variation, suivant des portées, suivant des mélodies, de ce point de départ narratif qui permet de récupérer des éléments textuels, des citations, des éléments de vie, des expériences partagées ou empruntées à d'autres personnes. Et donc ça forme une espèce de collage assez étonnant. Alors ce qui est assez curieux en fait, c'est que la quatrième de couverture redonne à partition, donc le titre c'est partition, et il insiste bien sûr sur les deux sens. Premier sens, notation d'une composition musicale. Deuxième sens, séparation. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que à l'intérieur, ça se décompose en portée, et qu'en se décomposant en portée, du coup, ça peut aussi être vécu ou perçu comme l'orient du côté d'un autre art qui est la danse. L'idée des portées, du fait que voilà, on est aussi dans cette espèce de déplacement permanent ou de pirouette permanente ou d'adresse permanente, de chorégraphie qui est sans cesse en train de déplacer le sens et de déplacer l'histoire. Je ne suis pas du tout sûr d'être clair, mais ça fait pas loin de 2 heures, je crois, que j'enregistre des vidéos, même si j'ai fait un break, je suis complètement rincé. Bon, je vais lire un autre extrait, je crois que ça sera aussi bien que de continuer à élucubrer. Ce serait à cause des poux. Sa mère est catégorique, pourtant il n'a pas une tête à poux, d'ailleurs lui-même n'a jamais vu un seul poux sur sa tête. Sa mère l'a dit, cela suffit pour que sa grand-mère soit d'un avis contraire. Et puis tu n'as pas vu de poux, la belle affaire, elle ajoute. Comment tu les verrais, tu as des yeux sur la tête? Elle pose une main à plat sur mon crâne, de l'autre elle fait aller doucement le peigne. Parfois l'épi résiste, ça tire un peu, je ne bronche pas. J'aime cette souffrance minuscule. De temps en temps, elle s'arrête, retire du peigne une chose, poussière et fil gris, fin, qu'elle roule en boule avant de les jeter par terre, une chose qu'elle appelle mouton. Finalement, ma mère a raison, je n'ai pas une tête à poux, mais à mouton. Sa grand-mère dit qu'il a les cheveux fins, certaines fois elle dit même très fins, sur un ton neutre, un ton qui ne dit rien à l'enfant. Il ne saura pas si c'est bien, si c'est mal d'avoir les cheveux fins, si c'est une qualité, un défaut. Il pourrait lui demander, c'est vrai. Pour rien au monde, il ne reconnaîtrait qu'une chose pareille le préoccupe, que sa petite personne le frivole, rien que des histoires de filles. Je n'aimerais pas qu'elle me prenne pour une fille. Partition de Louise Ramier à découvrir aux éditions Louise Bottu. Je devais vous parler d'Archipelago de Monique Roffey. J'ai commencé en fait à en parler, il va falloir que je coupe au montage. Mais je suis vraiment trop fatigué, j'ai très chaud à la tête, je suis pas bien, vous voyez, ça vous saoule. Moi ça me saoule même de les faire. Pourquoi je continue à faire des vidéos, je ne sais pas. Bien, on verra si on continue ou pas. Mais enfin, Archipelago de Monique Roffey, s'il y a d'autres vidéos, bon, on en parlera dans les prochaines. Mais il faut que j'arrête de laisser s'accumuler comme ça les livres. C'est absolument intenable de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Allez, à la prochaine.